Bonsoir. Alors déjà, est-ce que tout le monde entend? Au fond, ça va? Pas de problème? Parfait. Alors, je viens vous parler ce soir un petit peu de background. Je me présente, Nicolas Renaudot. Je suis directeur technique d'une boîte qui s'appelle BCDO et je viens d'hériter d'une équipe de développeurs un peu tous horizons. On a des développeurs Node, développeurs Java et j'ai réussi à convaincre tout le monde de passer au Scala. Et une des choses que j'apprends en leur enseignant le Scala, c'est qu'il y a plein de techniques ou de pièges du langage que je considère comme acquis, que tout le monde considère comme acquis, dont on ne parle pas beaucoup et dans lesquels les débutants se plantent tous les jours. Et il y en a plein dans lesquels je me plante encore régulièrement, que je vois beaucoup dans du code que j'ai écrit, du code open source, du code de débutants. Et je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. Donc je m'étais dit que ce soir, je pourrais vous parler de tous ces pièges. Vous en connaissez certainement la majorité, peut-être tous, mais tout le monde ne les connaîtra pas tous. Je suis sûr qu'on apprendra des trucs. Et j'espère, moi, que vous allez m'apprendre aussi des choses à la fin. Si vous voyez des pièges que je ne connais pas, que je n'ai pas mis là-dedans, je suis à fond preneur. Et la manière dont on va faire les choses, ça va être un petit peu plus interactif que d'habitude, c'est-à-dire que pour chaque pattern que je vais vous montrer, je vais commencer par montrer du code, prétendre qu'il n'est pas bon, vous demander de me dire pourquoi est-ce que vous pensez qu'il n'est pas bon, si quelqu'un a une idée, et après on va voir la raison pour laquelle je pense moi qu'il n'est pas bon et comment corriger le problème et quelles sont les best practices pour éviter de tomber dans ce genre de piège. Donc, pour commencer, pour s'échauffer, on va faire une première série qui sont uniquement sur, quand on travaille avec des chiffres, les pièges potentiellement un peu... On ne les rencontre pas tous les jours, mais quand on se les prend, ça peut être des longues après-midi de debugging. Donc c'est bien de les mettre. Oups, là. Le premier... Ah, vous lisez le code là ou pas? Moyennement. Ah, là, c'est un peu bête parce que le code est quand même assez important en l'occurrence. Parce que si jamais vous voulez me dire ce qui n'a pas bien, ce serait bien que vous puissiez le lire. Peut-être on peut couper un peu les lumières, baisser un peu les lumières, je ne sais pas. Ou je peux le lire, mais enfin, là ça va, mais plus tard ça va être un peu compliqué. C'est mieux? C'est bien comme ça? Génial. Alors, un premier pattern que je vois assez régulièrement et que je me surprends assez souvent à faire, comment est-ce qu'on vérifie qu'un chiffre est impair? Ça peut paraître une solution logique. Est-ce que quelqu'un saurait me dire ce qui n'est pas bien dans cette solution? De vérifier que le modulo par 2 est égal à 1. OK. Merci. Voilà, donc il y en a un qui suit. Parfait. Pour tous les chiffres négatifs, le modulo de 2 sera égal à moins 1 et pas à 1. Donc vérifiez que le modulo par 2 est égal à 1. Ben, sur tous les chiffres négatifs, votre code ne va pas marcher et allez-y pour débugger. Je me le suis pris il n'y a pas très longtemps. C'est assez sympa. Donc, ce qu'il faut préférer faire, c'est non pas vérifier que c'est égal à 1, mais différents zéros. Ça paraît bête, mais souvent le réflexe, et si vous faites une recherche sur GitHub, vous le verrez beaucoup, c'est l'égalité à 1 et non pas la différence à 0. Si je parle trop vite, pas assez vite, trop fort, pas assez fort, n'hésitez pas à m'interrompre. La semaine dernière, j'ai donné un talk en Suède à une assemblée de Nordiques qui n'ont pas montré une expression, n'ont rien dit, pas posé une seule question. Ça a été fini en une demi-heure. Ce n'est pas le but ce soir. N'hésitez vraiment pas à m'interrompre. J'espère que ça va être un peu interactif. Bien, maintenant qu'on a vérifié si un chiffre était impair, vérifier si un chiffre est effectivement un chiffre. Souvent, quand on fait genre une division par 0, on se retrouve pas avec une exception, mais avec une valeur qui est égale à not a number. Et comment est-ce qu'on vérifie qu'une valeur est égale à not a number? Instinctivement, on le comparait à not a number. Qu'est-ce qui ne va pas? Je crois que la même personne a encore une idée. Ouais, je dirais non, des positives infinitive et négatives infinitive. Non, not a number n'est pas égal à not a number. Par spécification. En fait, la définition même de not a number, c'est il n'égale à rien. Donc not a number n'est pas égal à not a number. Et donc, plutôt que de vérifier s'il est égal à not a number, il faut appeler is not a number. Ce qui, pour le coup, marche très bien. Celui-là, allez-y pour le débugger. Si vous avez une grosse chaîne de calcul et qu'au milieu, il y a un truc qui est un not a number, qui est déjà l'existence même de not a number, un entier qui n'est pas un entier, qui bosse avec ça? Mais bref, bon voilà, c'est juste une horreur et si vous pouvez éviter d'avoir à travailler avec, évitez. Et si vous avez besoin, appelez is not a number plutôt que l'égalité à not a number. Pattern que je vois aussi assez régulièrement pour le coup, quand on a besoin par exemple de travailler sur des pourcents, plutôt que de travailler sur 10, 20, 30, 40, je vois souvent des ranges de ce type-là, de 0,1 à 0,9 par incrément de 0,1. Est-ce que quelqu'un saurait me dire? Jean-Sébastien? Parce que 0,1 plus 0,1
C'est ça, ça s'additionne pas vraiment bien, les floats, et donc ça donne ça. Ce qui est pas tout à fait loin de la vérité. 0,30004, c'est presque 0,3, mais ce n'est pas le chiffre que vous vouliez. Donc, utiliser des floats, des doubles, tout ce qui est chiffre à valeur flottante dans un range, c'est juste pas une bonne idée. Alors, le code est moins joli, certes, mais essayez plutôt de mapper sur des entiers, quitte à faire des divisions après à l'intérieur, où vous aurez les valeurs que vous souhaitez. Alors, là, celle-là va être un petit peu plus compliquée à expliquer parce que malheureusement, la fonte que j'utilise règle le problème. Je vois beaucoup des gens qui déclarent des valeurs longues littérales, non pas en faisant une inscription de type, mais en utilisant la syntaxe littérale, en mettant un L à la fin. Le problème avec ça, je ne vous ferai pas deviner parce que là, c'est indevinable vu la fonte, mais c'est... Pardon ? C'est ça. Quand le L est après un 1, alors là, voilà, le L, la fonte va bien et les couleurs vont bien. Mais imaginez que c'est une fonte Courrier et que c'est en noir, enfin, qu'il n'y a pas de couleur. Allez voir qu'ici, vous n'allez pas avoir une liste d'entiers, mais une liste de longues, et que vous n'allez pas avoir les chiffres que vous attendez, mais 2 fois 111. Donc, malheureusement, sur mes slides, le problème il est réglé, parce que c'est mon environnement de travail, et je ne veux pas me prendre ça. Mais pensez aux gens qui vont lire votre code, qui n'ont pas nécessairement une fonte aussi intelligemment trouvée que la vôtre, ou aussi élégante que la vôtre. Un L majuscule, c'est bête, c'est pas grand-chose, mais ça annule complètement le piège, et on se plante beaucoup moins sur ce genre de choses-là. Voilà, donc là on était sur la partie un peu simple, c'était un peu la mise en jambe. Maintenant on va parler de représentation de données. Encore une fois, si vous voulez m'interrompre, m'arrêter, poser des questions, n'hésitez pas. Les énumérations. Une énumération, techniquement, c'est une... Oui ? Il y a un problème, Valentin ? Oui. Bah, tu vas nous expliquer pourquoi alors. Donc, les énumérations, c'est une liste exhaustive et connue de valeurs. Vous avez toutes les valeurs possibles. Et en Scala, très souvent, on va voir des implémentations de ce type-là, où on étend Scala pour énumération. Valentin a l'air d'avoir une bonne idée de pourquoi est-ce que ce n'est pas une bonne idée. Toutes les énumérations sont des values, et du coup, on peut substituer plus ou moins une énumération à une autre. Alors, ce n'est pas complètement vrai. C'est-à-dire que deux énumérations... En fait, c'est un... J'ai dit peut-être une bêtise, mais dans ma compréhension, ça va être un type dépendant, donc ça va être une status.value. Donc tu peux substituer... C'est-à-dire que toutes les valeurs ici auront le même type. OK et no OK ici, dans notre exemple, oui. Le value, là, dans la val, en fait, c'est une fonction, c'est pas une valeur. J'ai dit une bêtise, c'est pas des types dépendants? C'est encore pire que ce que je pensais? On est tombé il n'y a pas trop longtemps sur le truc, justement, où on s'est posé la question. On s'est dit, du coup, qu'on arrêtait les énumérations. D'accord, donc, alors... Le problème, c'est que la liste n'est pas forcément exhaustive sur le pattern matching. Ça, c'est ce que j'allais dire, mais ce que tu m'as dit juste avant est encore pire, donc je vais le répéter pour que tout le monde entende. Si c'est vrai, c'est énorme. Si vous avez deux énumérations différentes qui étendent toutes les deux énumérations, leurs valeurs ont le même type, même si ce n'est pas dans la même énumération. Si c'est vrai, honnêtement, il faut prendre Martin. C'est pas le même type, c'est tous des énumérations qu'on value. D'accord. Une énumération qu'on value, ça acceptera n'importe quel type d'alliance. D'accord, donc si tu fais une liste de deux énumérations différentes... Ça acceptera pas n'importe quelle autre énumération. D'accord, ok. Donc c'est pas génial, mais c'est pas aussi horrible que ce que tu voulais dire. Ça me rassure un peu, parce que je me disais là quand même, c'est vraiment n'importe quoi. Le problème donc vérifié de ça, que tu as dit aussi, est que quand on utilise énumération, on n'a pas d'exhaustivité dans le pattern matching. C'est-à-dire que là, j'ai une fonction qui prend un status.value, fait un pattern match sur une seule des deux valeurs possibles, et le compilateur l'accepte sans aucun problème. Ça passe très bien. Et au runtime, on a une exception, ce qui est pas bien, pour rester poli. Et donc, pour ne pas avoir ce problème-là, on préfère en général utiliser des hiérarchies de traits... Comment on dit sealed en français? Scellés, merci. Des hiérarchies de traits scellés. Donc, on déclare un trait scellé statut, un objet... on n'est pas obligé de mettre dans un objet compagnon, ça c'est moi qui en ai l'habitude, mais vous n'êtes pas obligé de mettre à l'intérieur, mais qui étendent votre statut. Et là, si vous avez fait ça de cette manière-là, le compilateur va râler si votre pattern match n'est plus exhaustif. Certes, c'est un warning et pas une erreur de compilation, mais vous êtes tous des développeurs sérieux et vous avez évidemment... Excusez-moi. Vous avez tous mis les warnings fatals dans votre compilation. Voilà, donc les ADT à la place des énumérations, oui. Et les énumérations, il y a le même problème ou c'est que en Scala qu'on n'avait pas sur les énumérations?
on va demander à quelqu'un d'autre comment répondre. Je n'utilise pas les énumérations Java, je ne sais pas te répondre intelligemment. Le but, c'est aussi que j'apprenne. Je peux avoir la réponse? Il ne va pas me la donner, la réponse. Alors, l'énumération Java, c'est les patterns, et en plus, ça ne marche pas avec Spark. Ouais, alors soyons honnêtes, il n'y a rien qui marche avec Spark. Mais potentiellement, sur les enums Java, chaque valeur de ton enum pourra être une sous-classe anonyme de ta classe de l'enum. Donc j'ai du mal à voir comment, vu que tu n'as pas de trait scellé ou quoi que ce soit, comment ça pourrait marcher. J'imagine que ça ne pourrait pas marcher, mais ne l'ayant jamais testé, je ne sais pas répondre à ta question. Je crois que Jean-Sébastien t'a dit que ça ne marchait pas. Je n'ai pas bien compris la question. D'accord. Bah, bonne question à regarder. Je peux... Ah, ta mère, Safari. Voilà. Tant qu'on est sur les traits scellés, une implémentation commune d'un trait scellé, on déclare un trait scellé et une classe qui étend ce trait scellé. Est-ce que quelqu'un saurait me dire où il y a un piège potentiel dans ce code? Je ne sais pas qui l'a dit, mais oui, exactement. Bar n'a pas été défini comme final, et donc vous pouvez déclarer ça dans un autre fichier, ça pose absolument aucun problème. Et donc vous avez réussi à étendre le trait scellé foo dans un fichier... pardon, tout le monde sait ce que c'est qu'un trait scellé? Oui, d'accord. Donc vous avez réussi à définir, à hériter de foo en dehors de la classe du fichier dans lequel foo a été défini. C'est bizarre comme design decision dans le langage, mais donc pour éviter que vos traits scellés ne soient pas scellés, il faut que toutes les choses qui étendent ce trait soient marquées elles-mêmes comme finales, ou scellées si ce sont des traits, ou ce genre de choses-là. Pardon? Oui? Genre, quand il est scellé, il est vraiment scellé dans le sens où seul ce qui en hérite est dans le fichier. Par contre, ce qui en hérite peut être de nouveau sous-classé. Tu as complètement raison, mais c'est complètement contre-intuitif pour n'importe quelle personne à peu près normale qui lit la définition d'un trait scellé. Donc, non mais alors, attends, je vais... certes, mais alors, d'accord, je vais tempérer mon propos. Par défaut, définissez vos classes qui héritent du trait scellé comme finale. De temps en temps, il y a un intérêt à ne pas les mettre comme finale pour pouvoir en hériter. Ça peut servir, mais c'est dommage que ce soit le comportement par défaut, parce que le comportement par défaut n'est pas celui auquel on s'attend. C'est mon point. On peut ne pas être d'accord. Beaucoup des choses que je mets dans cette présentation, c'est mon opinion, et je dis parfois des énormités. N'hésitez pas à me corriger. Tu avais une question aussi? Oui, la question, pourquoi dire que ça peut aussi aux espaces au travail avec les On peut hériter d'une caisse classe, c'est 2 slides plus loin. On peut tout à fait hériter d'une caisse classe, justement, mais il ne faut pas. On va y venir. Donc, les datatypes algébriques. Est-ce que quelqu'un saurait me dire pourquoi l'énumération, c'est la même énumération que je vous ai montrée tout à l'heure, hein. Quelqu'un saurait me dire ce que je lui reprocherais? Alors là, ce n'est pas un bug, ce n'est pas un piège, c'est juste, c'est inélégant et vous allez avoir des messages d'erreur un peu gênants. Non? Bon, on va peut-être pas y passer 10 ans. Voilà, si je crée une liste contenant chacune des valeurs de cette énumération, le type ne sera pas liste de statut, mais liste de produits avec sérialisable avec statut. Parce que le compilateur Scala essaie toujours de trouver le sous-type le plus précis possible de toutes les valeurs qu'il a, de toutes les alternatives qu'il a. Et en l'occurrence, c'est ça qu'il va trouver. Ce qui n'est pas la fin du monde, mais ça rend honnêtement vos sessions dans le REPL absolument incompréhensibles. Et si vous déclarez le trait scellé comme étendant produit avec sérialisable directement, vous allez obtenir le résultat attendu, et votre liste de status OK, status OK est bien une liste de statuts. Ça ne change pas nécessairement grand-chose, mais c'est un petit détail qui fait que vos sessions dans le REPL ou celles de vos utilisateurs vont être beaucoup plus agréables, parce que honnêtement, le with product with serializable, c'est juste du bruit, ça ne sert à rien, et ça peut être, pour les gens un peu débutants, donc l'équipe que je suis en train d'entraîner, la première fois qu'ils ont vu ça, ils ont vraiment cru que le compilateur était devenu fou. Les case classes, donc. Tu as déjà vendu la mèche. J'ai une case class foo avec un champ. Qu'est-ce qui ne va pas avec? Tu l'as dit, on peut en hériter. Effectivement, on peut en hériter et avoir un comportement super sympathique. Bar, qui est en foo, en ajoutant un nouveau champ.
deux barres qui ont la même valeur en commun avec foo, mais deux fois leur nouvelle valeur différente, leur méthode equals va renvoyer true. Et alors là, encore, je suis à peu près sympa, c'est-à-dire que j'ai mis equals, je n'ai pas mis hashcode. Imaginez avoir deux valeurs barres qui sont attentivement différentes, mais vous ne pouvez pas les mettre toutes les deux dans une hashmap, il y en a toujours une qui écrase l'autre, allez comprendre pourquoi. Alors, en fait, c'est logique. C'est parfaitement logique, la JVM, c'est comme ça. Quand une classe en hérite d'une autre, si elle ne redéfinit pas sa méthode equals et sa méthode hashcode, elle hérite de la méthode equals et de la méthode hashcode du parent, foo. Foo, la méthode equals, ne check que le champ i. Donc, quand vous y réfléchissez, le comportement est parfaitement logique. La première fois que vous le cherchez, que vous avez un bug, que vous avez une hashmap dans laquelle vous n'arrivez jamais à mettre vos deux valeurs, vous passez une après-midi et une nuit assez sympathique. Donc, par défaut, à moins que vous ayez une très bonne raison d'avoir une case class non finale, j'en ai jamais rencontré. Il paraît que Martin Modeski en a dans le compilateur, moi j'en ai jamais vu, mais par défaut, mettez-les toutes comme finales si vous pouvez. Ça vous évitera des mauvaises surprises un peu plus tard. Pas dans le compilateur Scala standard. Après, je vais parler rapidement de quelques outils qu'on peut mettre qui, pour tous ces machins-là, vont soit vous failer à la compilation, soit mettre des warnings. Mais par défaut, une case class que tu ne mets pas comme finale, le compilateur il est parfaitement content. Mais attends, c'est une idée du créateur du langage dont il se sert. Forcément, il ne va pas le faire en warning. Je crois que tu as un warning dans le cas d'une case class qui étend une autre case class. Ah non, ça ne compile même plus, il me semble. Si, ça compile. C'est juste que la deuxième case class, la définition de case, si je ne dis pas de bêtises, elle dit qu'elle redéfinit la méthode equals hashcode seulement si elle n'est pas redéfinie en dessous du type NIREF, je crois. La définition, il me semble que c'est ça. Et du coup, il ne redéfinit pas case equals et hashcode sur la sous-classe. Parce que c'est déjà défini sur une superclasse qui n'est pas NIREF. Donc, finale. Voilà, donc, tu as expliqué ça beaucoup mieux que moi, c'était parfaitement incompréhensible et c'est exactement ce qu'il faut pour dire une case class, quand elle peut être finale, mettez-la finale, c'est mieux, ça vous évitera bien des maux de tête. Oui? Avec une blague, il y a certaines bibliothèques de persistance qui informent les sous-classes de ta case class et donc si tu vas en finale, tu ne vas pas pouvoir être persisté. De quelle bibliothèque de persistance? Ta finale case class, je ne sais plus, j'en ai utilisé au moins une fois que j'ai eu ça. C'était moche, il m'a généré un coup de macro des fous, des trucs, des instances dépersistées du coup. Ouais, non, mais... Dans le cas du final case class, il n'aurait pas pu. Alors, ce que tu es en train de dire est parfaitement logique. Ça m'exaspère parce que tu me donnes tort, mais c'est parfaitement logique et correct. Donc, comme tout à l'heure, je vais tempérer un peu mon propos. Dans le cas général, tu aurais raison. Par défaut, mettez les finales. Et quand vous utilisez des librairies qui prennent quelques libertés, ne les mettez pas finales si vous êtes obligé, si vous avez vraie raison. Mais voilà. Personne ne fait ça, mais Hibernate, par exemple, ça pose problème. Au moins, j'ai cité un exemple. Non, mais excusez-moi, mais du goudron et des plumes. On va passer à la prochaine parce que bientôt, tu vas nous parler d'autres ORM et tu vas nous parler de Spring. Il faut s'arrêter. Voilà. Donc, maintenant, les types structurels. Tout le monde sait ce que c'est qu'un type structurel? On a le droit de ne pas savoir. Un type structurel, c'est ça. C'est un type que vous définissez non pas par son nom, mais par ce qu'il est capable de faire. C'est du structural typing, c'est du doc typing. Hein. Vous dites que x, c'est une valeur de n'importe quel type, tel que ce type est une fonction get capable de renvoyer un entier. Et donc, on peut tout à fait envisager une implémentation où cette fonction add1, qui est absolument passionnante, elle prend un type qui est capable de renvoyer un entier et retourne cet entier plus 1. Et cette classe wrapper, vous verrez évidemment que je ne l'ai pas déclaré comme finale. Bravo. A défini get, et on peut tout à fait passer donc une instance de wrapper à add, alors que add n'attend pas explicitement un wrapper ou quoi que ce soit qu'il hérite. Donc ça, c'est très bien. C'est assez joli d'un point de vue typage, ça a beaucoup d'avantages. Ça a un coût au runtime assez conséquent parce que c'est basé sur la réflexivité. Le type checking va être fait au runtime. Enfin, pardon, l'appel de la méthode va être fait au runtime. La réflexivité va être utilisée pour appeler cette méthode. Voilà, j'ai réussi à le dire. Et alors, là, pour le coup, je ne sais pas si c'est encore vrai. La documentation dit explicitement, attention, le structural typing n'est pas supporté par toutes les plateformes sur lesquelles Scala tourne. Il se trouve que j'en ai parlé avec des gens qui travaillent sur Scala.js et Scala Native, qui m'ont tous les deux dit, non, non, c'est complètement supporté par Scala.js et Scala Native. Donc, je ne sais pas quelle plateforme ne le supporte pas. Il y en a peut-être une troisième que j'ignore, mais en tout cas, la doc dit, ce n'est pas supporté ou ça ne sera pas toujours supporté par... C'était le backend .NET.
Ah, d'accord, c'est legacy, qui n'existe plus. Donc aujourd'hui, c'est supporté par toutes les plateformes. Mais ce n'est pas supporté dans Doty, donc ça va disparaître de ce cas-là. Donc il ne faut pas l'utiliser. Troisième point, ça va disparaître. Merci. Oui. Pour le runtime cost, c'est toujours valable. Je crois que c'est dans Java 8 qu'ils ont ajouté, j'ai oublié le nom, les virtual code pour notamment accélérer les langages type GUI qui font ça. Eh bien, je n'en savais strictement rien. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ah, d'accord. Alors, il semblerait, à vérifier, que voilà, ce premier point plus valide, ce deuxième point, sous Java 8, il est possible qu'il ne soit plus valide. Le troisième point secret... Ah, il y a encore un surcoût. Et puis, troisième point que je n'avais pas mis parce que c'était un secret, mais il ne sera plus dans Doty. Donc, n'utilisez pas le structural typing. Non, mais c'était la pièce. Voilà. À la place, ceux qui me connaissent savent que ça revient assez régulièrement cet argument, mais utilisez des type classes. Il y a un peu plus de code, certes, mais plutôt que de dire je veux un type qui a une méthode get, vous définissez une type class qui décrit tous les types qui ont une méthode get, et vous acceptez dans votre méthode add1 une instance de n'importe quel type A, tel que A est une instance de cette type class. De cette manière-là, vous avez tous les avantages et toute la flexibilité, voire on pourrait presque dire plus de flexibilité qu'avec les types structurels, sans tous les désavantages, et puis ce sera encore dans Doty. Il y aura encore les type classes dans Doty. Oui. Oui, donc voilà. Oui. Mais il y a quasiment un surcoût à l'exécution passé par un implicite. Non, non, non. Il peut y avoir alors, là, ça peut être une très longue discussion. Est-ce que ton implicite, il est disponible sous la forme d'une valeur de retour d'une méthode ou sous la forme d'une valeur? Si c'est une valeur, il y a zéro surcoût. Si c'est une valeur de retour d'une méthode, à chaque fois que ton implicite va être re-invoqué, la méthode va être appelée. Mais là, sans avoir un petit bout de code à montrer, sans avoir préparé ça va être un peu compliqué, mais s'il y a un coût, il est négligeable. Largement inférieur à la réflexivité. Parce que là, il va quand même devoir créer une classe. Comment ça, créer une classe? Il va devoir créer ton asget au lieu de passer le wrapper directement, il va créer un asget de wrapper. Non, non, il va passer le wrapper et cette valeur qui est déjà instanciée. Non, il n'y a pas de coût supplémentaire. Non, ça c'est un désavantage. Il n'y a pas vraiment de coût supplémentaire. Au pire, tu as une compilation un peu plus lente parce qu'il va devoir explorer tout ça. Mais au runtime, normalement, à part certains cas, il n'y a pas de coût supplémentaire. Et donc, quand on appelle exactement comme avant add1 de wrapper de 1, ça fait exactement le résultat attendu. C'est strictement équivalent, sauf que il n'y a pas de coût au runtime. On a fini sur les structures de données. Voilà qui va beaucoup plus vite que ce que j'imaginais. On va parler de safety, que ce soit de type safety ou autre. Certaines de ces slides risquent d'être peut-être un petit peu... Peut-être que les gens vont moins m'aimer à la fin de la conversation. C'est possible et j'en prends la responsabilité. Donc, premièrement, cet exemple un peu débile. Une fonction asopt qui prend une valeur d'un type A et qui renvoie un somme de A. Est-ce que quelqu'un saurait me dire pourquoi est-ce que ce n'est pas une super bonne idée de l'avoir implémenté comme ça? Alors c'est une autre raison, pour un autre problème qui n'est pas ce dont je parlais. C'est complètement vrai. Pour régler ce que tu es en train de dire, il ne faudrait pas appeler somme de A, mais option de A, comme ça, si c'est nul, ça devient non, et si c'est pas nul, ça devient un somme. Non, le problème, c'est que le type de retour, ce n'est pas option, c'est somme. Et ce qui est logique, en fait, mais pas très agréable. Et donc, quand ce sont des fonctions privées, des méthodes privées ou des champs privés, le fait que le type ne soit pas nécessairement celui auquel on s'attend, ce n'est pas très très grave, c'est votre code. Mais par contre, quand ce sont des fonctions publiques qui peuvent infecter d'autres codes ou quand les gens s'en servent comme de la documentation, se servent de vos signatures de type comme de la documentation, c'est extrêmement important de toujours mettre une annotation de type à toutes vos méthodes que d'autres développeurs vont pouvoir lire. En plus, ça peut accepter non aussi. Excuse-moi. La première, Azopt, il peut accepter non. Tout à fait, mais celle-là aussi peut accepter non. Non, la première, en fait, il y avait un autre problème aussi. Quel autre problème? C'était pas que le nul, en fait, le A il peut être non, du coup, ça renvoie somme de non. Oui, mais là, à la limite, ça renvoie somme du type de A, donc je ne suis pas complètement sûr de voir pourquoi c'est un... Enfin, en tout cas, ce n'est pas un problème que cette implémentation la règle.
La concaténation de string. Alors, pourquoi est-ce que je ne suis pas content de ce morceau de code 1 plus la string 2? Pour la petite histoire, Jean-Sébastien adore le JavaScript. Donc, la raison pour laquelle ça ne me plaît pas beaucoup et j'essaie autant que possible d'éviter dans le code, c'est que cet opérateur plus-là, qui a été overloadé dans tous les sens par tout le monde, il a un comportement qui est complètement aberrant, ou en tout cas pas du tout cohérent. Prenons cet exemple. Une liste de strings plus une string, ça renvoie une string. Un set de strings plus une string, ça renvoie un set de strings. Ce n'est pas nécessairement ultra cohérent, ce n'est pas nécessairement ce à quoi on s'attend. Et je ne parle même pas d'horreurs que je n'ai pas mis là-dedans, mais une liste de int plus un int, qu'est-ce que ça renvoie? Une erreur de compilation, il s'attendait à une string. Logique. C'est pas une blague, essayez. Certains REPL, faites liste de 1 plus 2, ça ne compile pas parce qu'il s'attendait à une string. À cause d'une horreur dans la librairie standard Java, qui est any2string_add. Donc, si vous pouvez, le premier truc à faire quand vous configurez votre compilateur, c'est mettre en place des plugins de compilateur qui désactivent ça. Je crois que Wart Remover le fait. Il me semble que Scala Linter le fait aussi. Bref, désactiver ça, ça fait vraiment des bugs, des messages d'erreur de compilation. Quand vous connaissez un peu, vous finissez par comprendre. Quand vous avez des débutants qui font une liste d'entiers plus un entier, ça envoie une erreur de compilation, allez leur expliquer le machin. Donc ne le faites pas. Et pour la concaténation de string, dans presque tous les cas, vous avez intérêt à utiliser l'interpolation de chaîne de caractères. C'est mieux que l'opérateur de concaténation. Essayez d'utiliser ça. Ça vous évite ce genre de truc où, honnêtement, une collection de string plus une string, dans un cas, ça renvoie une string, dans un cas, ça renvoie une collection. Ce n'est pas d'une logique parfaitement... Ça peut être un peu déroutant. Je ne parle même pas du fait que plus, traditionnellement commutatif, mais pour la concaténation, n'est pas commutatif, c'est n'importe quoi. Bref. Les exceptions. Donc là, en particulier, mes développeurs en ce moment qui viennent du JavaScript, du monde JavaScript, pour qui péter une exception quand il y a un truc qui ne va pas, c'est souhaitable, désirable et bien. C'est compliqué de leur expliquer ça. Mais ces deux méthodes, bon, ce qu'elles ont en commun, c'est qu'elles peuvent toutes les deux péter une exception. Si jamais ma chaîne de caractères n'est pas un entier, on va avoir un number format exception. Si jamais mon indice est en dehors de la taille du tableau, ça va péter une exception pour, je ne sais même plus quelle exception, element not found, index rate of bound, ça pète une exception. Là, c'est en général assez intéressant de savoir, de demander aux gens. Globalement, la plupart des développeurs Scala sont d'accord, les exceptions, c'est pas bien. Tout le monde pour des raisons complètement différentes. Certains, parce qu'on leur a dit que c'était pas bien. Est-ce que quelqu'un a une opinion sur ce sujet? Est-ce que quelqu'un saurait me dire pourquoi vous pensez que exception, c'est pas bien, il faut pas utiliser? Ça casse la transparence référentielle. D'accord. Tous les bénéfices qu'on peut en tirer. Bon, alors, c'est la réponse canonique, j'aurais aimé qu'elle vienne un peu plus tard, mais bravo. ça casse la référence transparentielle. C'est-à-dire que selon que c'est dans un try ou pas dans un try, on ne peut pas remplacer un throw exception. Il faudrait que je monte du code. Mais ça casse la transparence référentielle, c'est pas bien. Et d'autre part, un argument, et alors ça c'est un truc qui surprenamment marche assez bien avec des gens qui, même la transparence référentielle, ça ne me parle pas beaucoup, j'ai l'habitude de la mutabilité, c'est pas très très grave. La phrase que j'ai trouvée qui marche assez bien en général pour convaincre, c'est « D'accord, dis-moi dans ton code, est-ce que tu utiliserais des goto labels dans ton code, JavaScript ou autre hein, et en général, bah non, ça ne va pas la tête, goto, c'est de la merde. Très très bien. Quelle est la différence entre un goto et une exception? Là, en général, il y a un silence qui peut durer quelques minutes. Et après, ah, et on passe à autre chose. C'est globalement la même chose. Ou en tout cas, si vous lisez le papier de Dijkstra, je ne sais pas prononcer ce nom, sur pourquoi est-ce que les goToStatements sont considérés comme néfastes, il me semble que sur les deux gros... les exceptions ont en commun la plupart des désavantages. Oui? Non, vas-y, Jean-Sébastien. C'était juste pour dire que tu déplaces un petit peu le problème, parce que les gens disent les exceptions c'est mal parce qu'on leur a dit, et tu leur dis mais c'est comme un goto. C'est vrai, mais beaucoup de gens disent que les goto c'est mal parce qu'on leur a dit. Oui, c'est vrai. C'est complètement vrai, sauf que pour les exceptions, je n'ai pas vraiment de papier canonique à dire, il n'y a pas de papier exceptions considered harmful, j'ai pas sous la main. Par contre, est-ce qu'on est d'accord qu'il y a une équivalence avec les goToStatements? Oui, non, oui, très bien, j'ai un papier.
Et en plus, il écrit plutôt bien, ce monsieur. Lisez-le. Et là, j'ai toute une thèse que je ne serais pas déployée moi-même, mais très intéressante et qui vous explique pourquoi c'est pas bien. Donc au moins, l'équivalence, si tu veux, est intéressante. C'est pire. Ça dépile ta stack en plus. Ça peut traverser tout ton truc. C'est vrai, mais d'un certain... C'est carrément c'est un reverse. Oui, C'est pas l'avance qui sera récupéré. Exactement. mais, oui, alors c'est vrai, mais c'est-à-dire que quand on throw une exception, on dit va là-bas, je ne sais pas où est là-bas, mais vas-y. Et puis si jamais ça n'existe pas, tu plantes. Donc certes, c'est un problème. Après, les goto statements, le problème, il n'est pas là où tu fais le goto. Quand tu fais le goto, tu sais exactement où tu vas. Mais par contre, quand tu fais le statement, tu sais pas qui peut y arriver. Avec une exception, le problème est inversé, c'est-à-dire que tu as ton catch et tu sais exactement ce que tu vas attraper. Donc au moins à la réception, tu connais ton état. Le problème est un peu inversé. Mais enfin, ça reste un problème et c'est pas bien. Et de fait, oui. Il y a juste un souci, c'est que ton catch, quand tu es après 4 ou 5 points de coupure dans du code asynchrone, ta pile d'appel, elle peut être un peu compliquée en fait. Ah non, mais... Une référence par rapport à... Donc tu sais pas d'où tu viens non plus en fait. Non, mais avec un catch, tu ne sais pas nécessairement d'où tu viens, mais tu sais que ça s'arrête ici. Quand tu fais le throw, tu n'as pas la moindre idée de ce qui va arriver, mais quand tu fais ton catch, tu sais exactement tout ce que tu... Toi, tu as un petit sourire... Pardon? À condition que ton catch soit applicable, parce que si tu es dans du code asynchrone, ton catch ça vient de pas du tout englober l'endroit où va arriver, où le code plantant va exécuter. Si tu écris de manière naïve du code, Oui. de manière naïve, tu as ton cache, ton traitement à l'intérieur, etc. Si tu le passes en code asynchrone de manière débutant, normal. Ouais. Et là, tu découvres que le code que tu exécutes, ton code intérieur, il a beau être encore dans le même bloc de code source, parce que tu n'as pas encore trouvé factoriel, ton catch, il ne s'applique pas du tout à la partie qui est au milieu, puisque tu l'as déporté dans un thread à côté. Donc, du fait d'avoir fait de l'asynchrone. D'accord. Eh bien, une autre raison de ne pas faire des exceptions. Voilà. Oui, tu... Non, je veux dire qu'en fait, pour convaincre les gens que l'exception c'est le mal, c'est super simple. Tu prends n'importe quelle fonction Java qu'on utilise dans ce cas-là, et vu que le compilateur ne vérifie rien, tu demandes ce que les exceptions ils sont levées. Combien de personnes dans ce cas-là peuvent vraiment, sur n'importe quelle fonction Java, dire voilà, ça lève exactement ça? Non, mais même la doc n'est pas complète à ce niveau-là. La doc est même pas complète. Et c'est vrai que le compilateur, c'est un des endroits où le compilateur Scala ne peut pas aider. On pourrait dire que c'est un choix de la part des créateurs de Scala. Ils avaient tout ce qu'il fallait pour qu'au moins les check exceptions, pour avoir l'information. Ils ont décidé de les ignorer. Ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise idée, parce que ça te force à ne pas utiliser des exceptions. Mais là, c'est une faiblesse du langage, enfin, c'est un choix du langage plutôt qu'une faiblesse même des exceptions. Toutes les exceptions pourraient être checked. Alors, il faudrait que tu parles un tout petit peu plus fort, s'il te plaît. Je crois que tu ne peux pas faire une fonction qui est au niveau des exceptions parce que tu es obligé de définir un type différent pour chaque exception. En gros, c'est vrai ça? Bon, après j'ai lu le truc en travers, mais le mieux c'est que j'ai regardé pour voir parce qu'on ne check pas les exceptions dans ce cas-là. Mais il me semble que c'est pour pouvoir faire un map avec un type tranquillement sans avoir à dire je fais mon map A, je fais mon map A avec Ah, d'accord. D'accord. Si tu as fait les closures en Java 8, on se rend tout de suite compte de la différence effectivement, parce que les closures en Java 8 c'est une plaie. Tu ne peux pas trouver une exception dans ta closure. De manière, Java 8 ou Java tout court, c'est une plaie. Mais les closures sont encore pires. Très bien. Encore une raison pour moi de ne pas y retourner. Non, mais quand tu as l'habitude des closures Scala, Ouais. tu te rends compte qu'en fait, tu n'as rien à voir se trouver dans ta closure. Parce que si tu te trouves dans ta closure, elle ne respecte plus la signature qui est nécessaire pour passer en paramètre de ton map. Parce qu'il y a un faux. Et comme tu n'as pas un type system suffisamment élégant pour te permettre de représenter les erreurs comme valeur de retour, c'est galère. D'accord. Bah oui, bah voilà. Oui. Tout à l'heure, tu disais que tu avais un papier officiel par rapport aux inconvénients de GoTo. Oui. Par rapport à les exceptions, les problèmes des exceptions, en Scala, moi je trouve un super chapitre dans le Functional Programming Scala. C'est là que tu as vu l'exemple, c'est dans le chapitre 2, un des premiers trucs. Tout ce qu'on a dit en fait. Absolument. Et mais oui. Mais si tu veux, c'est un livre excellent. Mais il n'a pas encore le niveau de notoriété d'un papier de Dijkstra. Pas encore, peut-être, hein, mais tu as complètement raison. Il y a un exemple concret de c'est pas référentiellement transparent. Absolument. Je crois qu'il y avait encore une question, il y a quelqu'un qui avait levé la main. Oui. De toute façon, il y a certains cas et laquelle tu n'as pas le choix, comme AK et les supervisions stratégiques. Dans ce cas, tu lèves les exceptions parce qu'ils doivent monter jusqu'à composant par an. C'est lui qui fait un catch des exceptions et gère les secrets de l'acteur. Mais alors,
Et je sais, je réalise que je passe beaucoup de temps à cracher sur beaucoup de trucs, mais c'est une des raisons pour lesquelles je ne suis pas un énorme fan de AK. Le fait qu'il utilise la notion d'exception, qui est plutôt pas bien, comme mécanisme pour passer des messages, qui est un message de failure, certes, mais pour passer des messages, c'est pas top. De la même manière que future, en ce cas-là, ben, ça discute avec soi-même sur la base d'exception. C'est pas génial, si tu veux. Donc, si tu travailles avec une framework qui te force à utiliser des exceptions, c'est potentiellement un signe que tout dans cette framework n'a pas été pensé aussi bien que ce que ça aurait pu être. Ou alors que cette framework doit se taper beaucoup d'interactions avec la JVM, ce qui est certainement le cas d'AK, où ils n'ont peut-être pas le choix. Hein. J'en sais rien, j'utilise assez peu AK. Mais globalement, utiliser des exceptions, enfin, tout ce qu'on vient de dire, ça fait un quart d'heure qu'on est dessus, c'est globalement pas bien. Donc te forcer à l'utiliser, c'est un peu te faire violence, je trouve. C'est mon opinion, en tout cas. Tout ceci n'est qu'opinion. Donc, pour les exceptions, là, je ne vais rien apprendre à personne, mais encodez vos erreurs dans votre type de retour. Si jamais vous voulez encoder la notion de potentiellement, je n'ai pas de valeur de retour, si par exemple, vous avez un tableau que la personne veut demander l'index 28 pour un tableau qui a 27 entrées, renvoyez un none plutôt que péter une exception. Pour des erreurs, c'est-à-dire que vous avez un cas de succès, un cas d'erreur, utilisez either. Il est en plus depuis assez peu de temps, depuis quelques mois, il est biaisé à droite comme il devrait. Donc, either, c'est très 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 bien. Et si vous n'avez vraiment pas le choix, que vous avez vraiment des exceptions, utilisez try, qui est comme un either, sauf qu'à gauche, on est obligé d'avoir une exception. Bon, try dit encore la notion d'exception à éviter, mais si vous n'avez pas le choix, si vous faites de l'interaction avec du Java, par exemple, c'est potentiellement ce qui peut vous sauver, enfin, ça peut potentiellement vous sauver la vie. Le mot-clé return. Bon, c'est écrit dans le titre, hein, là je ne vais pas vous demander de deviner ce qui ne va pas, j'utilise return. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi return c'est pas bien? Pardon? Donc, c'est un go-to. D'autre part, ça fait honnêtement pas ce que vous pensez que ça fait. Alors déjà, sous le capot, c'est des exceptions, et ouais. Et d'autre part, un petit exemple rigolo. Une fonction foo qui me prend une liste d'entiers et qui, à cette liste d'entiers, applique une fonction anonyme qui, tout ce qu'elle va faire, c'est return, enfin, va faire n plus 1, mais avec un return. Logiquement, le type, ça devrait être liste d'entiers. Le compilateur prétend que ça devrait être entier. Personnellement, ça me surprend, mais souvent le compilateur a plus raison que moi. Donc je vais faire ce qu'il me dit, je vais remplacer mon type de retour par entier. Eh ben non, c'est pas un entier finalement que je veux, c'est un list de nothing. Logique. Honnêtement, enfin voilà, le return, c'est n'importe quoi. Ça fait absolument n'importe quoi. Avant, j'avais un exemple dans cette slide-là qui était encore plus tarabiscoté, où vous aviez une valeur qui prenait comme une valeur qui était déclarée comme type int, mais qui prenait comme valeur null pointer exception, mais qui était quand même de type int. C'était merveilleux, mais c'était un peu tarabiscoté. Là, honnêtement, le compilateur qui dit n'importe quoi, qui quand il nous dit « je voudrais que ce soit un int », on dit « ok, c'est un int », bah non, je voudrais que ce soit liste de nothing. Allez expliquer ça à un mortel. Quelqu'un qui découvre le Scala et les trucs sympathiques dans le système de type. Donc return, ne faites pas, c'est pas bien, c'est mal. C'est vachement mieux que ce que ça a été, mais c'est encore pas bien. Donc restez très loin de return, et puis c'est un go-to statement. La récursivité, pardon. Donc cette fonction n'est pas passionnante, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle additionne tous les éléments d'une liste d'entiers récursivement. Est-ce que quelqu'un saurait me dire quel est le problème avec cette implémentation? Oui? La récurrence n'est pas finale, du coup, ça plonge dans la stack, et à chaque nouvel appel, en fait, un nouvel appel sur la stack. Et si ta liste est un peu longue, tu exposes ta stack. Comme ça. Voilà, donc, exactement ce que vient de dire monsieur, c'est que si jamais votre liste elle est très 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 longue, eh ben, vous allez avoir autant d'éléments dans votre stack que d'éléments dans la liste, et sur mon ordinateur, par exemple, au bout de 30 000 éléments dans la liste, j'ai une stack overflow error. Donc pour éviter ce genre de problème, pour éviter les problèmes de stack safety, il faut utiliser la tail recursion. En français, récursivité de que? Pardon? La récursivité terminale. Ah, d'accord, la récursivité terminale, donc, qui est un peu plus compliquée à implémenter, puisqu'il faut avoir un accumulateur. Mais là, il se trouve que la fonction récursive
ne s'appelle qu'en position terminale. Il n'y a jamais un plus loop ou ce genre de choses-là. Ça permet au compilateur d'optimiser, en ce cas-là en tout cas, de transformer ça en boucle while en interne. Et pour le coup, ça marche très très bien. Il n'y a plus de problème de stack safety. Il y avait une question? Je t'ai vu lever la main, non? J'ai rêvé? Ah, j'ai rêvé, pardon. Sur les fonctions non récursives, non. Alors, juste 2 secondes. Ce que tu es en train de dire, j'y viens juste après. Je ne pense pas que tu fais référence à ce à quoi tu fais référence, mais avec certains plugins du compilateur, tu peux effectivement, avec Word Remover en particulier, tu peux maintenant demander au compilateur de te mettre un warning si jamais tu as une fonction qui n'est pas tail récursive. Je pensais que c'était un warning du compilateur. Non, mais IntelliJ fait quand même beaucoup de warnings et il te dit beaucoup d'erreurs là où il n'y en a pas aussi. Donc c'est. Vous voyez, tout le monde rigole, hein, je ne dis pas des bêtises, je n'invente pas. Oui. Il y a une annotation à J'y vais juste après, c'est la prochaine slide. Oui, il y avait d'autres questions? J'avais cru voir lever une main. Non, j'ai rêvé. J'ai rêvé. Donc, récursion finale. Cette fonction, qui est strictement la même implémentation que précédemment, et qui était telle récursive. Pourquoi est-ce que d'un seul coup, je ne l'aime plus? Pourquoi est-ce qu'elle me pose un problème? Christophe, tu as une idée? C'est un 10.7 à droite. Oui, si tu veux. Bah, on invoque, au lieu d'utiliser le sum qui est celle de fou, on peut utiliser celle de sous-classe. Du coup, impossible de. Enfin, c'est pas la définition. Ben voilà. C'est un this.class, techniquement, oui. Maintenant que tu l'expliques, je comprends ce que tu veux dire. C'était peut-être un petit peu obscur, mais tu as complètement raison. J'ai mis la notation dont tu parles, qui permet au compilateur de me mettre un warning ou une erreur si jamais je pense que ma méthode va être telle récursive et elle ne l'est pas. Et là, en l'occurrence, il vient de nous dire très exactement ce que tu viens d'essayer de nous expliquer, qui est que, comme sum n'est ni privé ni final, les descendants peuvent des héritiers de fou peuvent redéfinir ce comportement et il ne peut pas faire l'optimisation de telle récursivité. Donc cette méthode, qui est exactement le même code que précédemment, n'est pas telle récursive. Et donc, pour éviter de tomber dans ce piège où vous pensez que votre fonction est telle récursive, mais elle ne l'est pas, mettez toujours la notation dont tu as parlé il y a 5 minutes, hein, la notation @tailrec qui permet au compilateur de vous dire non, ta fonction n'est pas telle récursive, parce qu'il y a des trucs, honnêtement, je ne sais pas comment tu l'as vu, parce que moi, je ne l'aurais jamais trouvé avant de me l'être pris dans la face. Je mets des finales partout, du coup. D'accord. Et donc voilà, utilisez cette annotation quand vous pouvez, ou tout le temps en fait, ça vous permet d'éviter des mauvaises surprises de stack safety. Les conversions implicites. Encore une fois, le problème est dit dans le titre de la slide. Hein, qu'est-ce qui n'est pas bien dans ce code? C'est que j'ai défini une conversion implicite. Tout le monde sait ce que c'est qu'une conversion implicite et comment ça marche? OK? Et le problème avec ça, c'est que d'une manière générale, quand on fait du Scala, on aime bien la notion de type, on aime bien la notion de type safety, on aime bien, quand on a une string, ne pouvoir faire que des choses qu'on peut faire avec une string, et que le compilateur nous interdise de faire autre chose. Là, c'est très bien, j'ai défini une conversion implicite de string vers un entier, je divise ma string foobar par 2, et c'est une exception au runtime, parce que j'ai joué au petit malin et j'ai dit au compilateur que je savais mieux que lui ce qu'il y avait dans ma valeur. C'est une très mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée parce que vous allez vous taper des exceptions runtime que vous pourriez tout à fait éviter. Et la plupart du temps, il y a quelques bonnes raisons d'utiliser des conversions implicites, en particulier pour ajouter de la syntaxe avec les type classes. Dans Dotty, il me semble qu'il y a même un support spécifique pour dire que ce n'est pas une conversion implicite, c'est juste de la syntaxe. Il me semble. Je crois avoir lu ça. Oui, enfin, il y a entre la conversion implicite et la classe implicite. D'accord. On veut que la classe implicite, ça soit supporté le mieux possible et que la conversion pure et dure implicite, ça soit un peu le truc. D'accord. Que la classe implicite, que ce soit mieux supporté alors, parce que ma slide d'après, c'est sur les classes implicites. D'accord, ok. Plus first class. D'accord. Que ça soit moins first. D'accord, très bien. Ben voilà. Donc, pour éviter ça, utilisez des conversions explicites. Alors c'est sûr, parfois le code est plus moche, c'est plus verbeux que foobar divisé par 2. Mais enfin, foobar divisé par 2, c'est juste incorrect. Donc entre un truc incorrect et un truc peut-être un peu plus verbeux mais qui est correct, utilisez des conversions explicites plutôt qu'implicites. Les classes implicites.
Celui-là, il est un peu mental. La dernière fois, j'avais donné cet exemple-là quand j'avais fait ma présentation sur les type classes, et quelqu'un m'avait dit non, ce que tu dis, c'est des bêtises. Eh ben non. Voilà. J'utilise une classe implicite, nommée intops, c'est important, qui, pour une chaîne de caractères, me permet, alors le bout de code est abominable, mais me permet d'ajouter 1. Et qui me permet donc, quand je l'importe dans le scope, j'ai ma chaîne de caractères, j'ajoute 1, et ça me renvoie la valeur sous forme entière, sous forme de string, de l'addition sous forme entière. C'est dur à dire, j'aurais dû m'entraîner un peu plus, j'aurais enlevé cet exemple. Voilà, donc j'ai défini cette classe implicite, c'est très bien. Je définis une deuxième classe implicite qui n'a strictement rien à voir. Elle n'est pas dans le même path, elle n'apprend pas les mêmes types, elle ne définit pas les mêmes méthodes, mais elle porte le même nom. Et quand j'importe les deux dans le scope, comme je fais juste ici, eh bien, le compilateur n'en trouve plus aucune. Et allez-y pour débugger ça aussi, la première fois qu'on rencontre là-dedans. Il y a un problème de résolution implicite à cause du nom de vos valeurs implicites, ce qui est exactement ce que la résolution implicite est censée complètement ignorer. Alors, j'ai à vrai dire pas encore complètement compris pourquoi il y avait ça. Je suis sûr qu'il y a une bonne raison dans le langage, mais quand vous faites des classes implicites, si elles portent le même nom, quel que soit leur type, quelles que soient les méthodes qu'elles définissent, quel que soit leur path, quel que soit tout ce que vous voulez, si elles ont le même nom et qu'elles sont toutes les deux dans le scope, elles s'annulent, et c'est l'horreur. Donc, à la place des classes implicites, soit vous voulez vraiment utiliser une classe implicite, mais dans ce cas-là, vous lui donnez un nom horriblement long qui empêche toute forme de conflit. My implicit class to turn string into something that can add an int. Vous n'aurez pas de conflit a priori, sauf s'il y a quelqu'un qui est aussi tordu que vous. Ou alors, vous utilisez le to machin ops, le pattern to machin ops qu'on trouve beaucoup dans les librairies qui font des type classes. Il y en a beaucoup dans Cats, il me semble. Dans Simulacrum, rien que sur la home page de Simulacrum, vous avez un très bon exemple qui vous montre comment ça marche. On pourra rentrer dans le détail plus tard s'il y en a que ça intéresse, ce n'est pas vraiment le propos. Mais enfin voilà, n'utilisez pas les classes implicites, à moins que vous en ayez vraiment besoin, que vous ayez très bonne raison de le faire, ça peut poser des problèmes. La conversion de collection Java vers collection Scala et vice-versa. Ce qu'on voit dans beaucoup de code, on va voir de moins en moins parce que maintenant c'est déprécié, mais c'est l'utilisation de Java conversion qui va, de manière implicite, convertir une collection Java en collection Scala. Le problème, je pense qu'il est assez clair. On vient de passer quelques minutes à parler du problème des conversions implicites. C'est une conversion implicite, c'est pas bien. Et puis d'autre part, c'est deprecated depuis 2.12. Donc, encore meilleure raison pour ne pas utiliser les conversions implicites de collection Java vers collection Scala. À la place, faites-le de manière explicite avec Java Converters, qui vous permet, sur une collection Java, de explicitement dire as Scala, et vous aurez la bonne valeur, vous aurez le bon type de collection, sans surprise, sans magie, sans type qui change derrière vous, sans que vous sachiez trop pourquoi. Le désavantage des conversions implicites, c'est que vous ne savez jamais trop avec quel type vous travaillez, puisqu'il peut changer, le compilateur peut changer pour rigoler. Je suis dans les temps ou... Parce que là, je peux commencer à envisager d'écourter, tu me dis. Écoute, il me reste encore une vingtaine de slides, tu m'interromps. Bon, on va les faire rapidement, il y en a un certain nombre que je peux sauter. Voilà, alors, vérifier qu'une liste est vide. L'implémentation que je vois assez régulièrement, c'est on regarde si la taille est égale à 0. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi c'est une mauvaise idée? Oui? Si la liste est non vide sur une liste, typiquement, ça va être linéaire à la taille de la liste en performance. Alors, c'est pas une constante, on va faire un vérifier que c'est un vide. Alors, c'est parfaitement correct. C'est pas le pire truc que tu puisses faire. Ben voilà, si jamais c'est une collection non finie, vous avez un problème. Ça, pour le coup, je ne l'ai pas appelé parce que ça ne finira jamais. Vous êtes dans une boucle infinie. Donc, plutôt que d'utiliser la taille, utilisez isEmpty ou nonEmpty, qui fait une version optimisée. Pour list, elle va vérifier s'il y a une tail, et pour un stream, va vérifier qui vous permet de ne pas avoir ce genre de problème-là. On va accélérer un petit peu maintenant. On me fait comprendre que je commence à être un peu long. Comparaison de tableaux. Donc, on voit souvent des gens qui comparent des tableaux. Ce n'est pas bien parce que ça ne marche pas. Vous avez deux listes, vous les comparez avec égal, ça marche très bien. Vous avez deux arrêts, ça ne marche pas. Il compare les références. Utilisez la méthode SameElements qui fera la même chose mais qui marche. Il faut le savoir.
Ouais, là, on va un peu zapper parce que c'est à peu près 20 fois la même chose et ce n'est pas particulièrement passionnant. Conclusion. Comment faire en sorte de trouver ces problèmes et de mettre en place ces best practices dans votre code et dans le code des gens avec qui vous travaillez? Il y a toujours les code reviews, ça aide beaucoup, c'est comme ça que vous pouvez expliquer aux gens quels sont les problèmes, que vous pouvez avoir des discussions, que vous pouvez apprendre plein de trucs sur pourquoi les choses... La première fois qu'on m'a demandé pourquoi les exceptions c'était pas bien, je dois vous avouer que moi j'étais parce qu'on m'a toujours dit que c'était pas bien, mais je ne saurais pas nécessairement... Donc ça vous force à réfléchir à ça, à devoir l'expliquer, c'est très bien. Après, il y a plein de tools en ce cas-là qui vont checker tous les problèmes que je vous ai montrés sont vérifiés par au moins un de ces outils. Scapegoat, Word Remover, Scala Linter, Abide, Scala Style et Scala C quand vous lui mettez des options à peu près, par défaut à peu près logiques. J'ai plus beaucoup de temps, donc si vous voulez en parler après, il n'y a pas de souci. Je vous montre, ces outils sont top. Word Remover en particulier, extrêmement simple à mettre en place et vous règle beaucoup de problèmes. Voilà, c'était mes exemples préférés, les trucs que je vois le plus récurrents. Si jamais vous avez d'autres exemples, des choses dont je n'ai pas parlé, et vous dites « Ah, mais ça, c'est un truc dans lequel je me vote régulièrement », ça m'intéresse. Pour la prochaine fois que je ferai cette talk quelque part, enrichir un petit peu, n'hésitez pas à venir me voir après. Ça m'intéresse de savoir si vous avez d'autres idées de choses qui pourraient aller dans cette liste qui est évidemment non exhaustive. Les slides sont disponibles sur le net, elles seront linkées à la fin, j'imagine, par le PSUG. Et voilà. Merci beaucoup.